Vous regardez Al 24 News, madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce lundi 29 août. La situation s'enlise en Irak, 8 morts et 85 blessés dans de nouveaux affrontements dans la capitale Bagdad. L'Iran décide la fermeture de ses frontières avec le pays et les réactions internationales le fusent. On s'intéressera longuement à Moqtada Sadr, le leader chiite à l'origine de ce bouleversement dans le pays et les raisons de son retrait. Deuxième jour de la visite du Premier ministre éthiopien à Alger, Abiy Ahmed s'est rendu ce lundi à l'unité de production des formes sèches du groupe pharmaceutique Saïdal. L'Éthiopie étudie la possibilité d'importer des médicaments algériens. Une dizaine de Palestiniens blessés par les forces de l'occupation sioniste à Jénine en Cisjordanie occupée au moment où des colons font irruption dans la mosquée Al-Aqsa par Bab el-Asbat, première incursion du genre. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique se rend à la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine pour une mission des plus difficiles en raison des combats à proximité. Nous le disions à l'instant, c'est donc la confusion totale en Irak. La situation s'enlise dans la capitale Bagdad. De nouveaux affrontements ont éclaté cet après-midi, faisant 8 morts et 85 blessés. L'Irak se trouve dans une situation chaotique suite à l'annonce faite par Moqtada Sadr concernant son retrait définitif de la politique à l'heure où le pays traverse la plus grave crise jamais connue depuis les élections d'octobre 2021. L'annonce a provoqué la colère de ses partisans rassemblés au niveau de la zone verte. S'en sont suivis des échauffourées entre sadristes et autorités irakiennes. Leïla Gertal. Le pays est totalement dans l'impasse politique après le tiraillement des différents courants politiques et religieux au sein du gouvernement qui a trouvé son apogée dans l'hémicycle parlementaire. De blocage en crise, en confrontation, en manifestation à Sadr, dont les partisans maintiennent la pression depuis plus d'un mois autour du Parlement, a finalement décidé par une sortie des plus inattendues de quitter la politique définitivement. De plus, de fermer les institutions qui portent son nom en Irak. À quoi rime ce retrait brutal et pourquoi intervient-il maintenant? Maintenant où le pays est sans gouvernement ni Premier ministre. Serait-ce un coup de bluff, se sachant l'un des poids lourds de la politique irakienne? Tente-t-il de faire monter les enchères afin d'obtenir la satisfaction de ses revendications, à savoir les élections anticipées et la dissolution du Parlement? Ou est-il là et donc préfère se retirer pour laisser plus de chance au débat? Cependant, sur le terrain, ses partisans ont pris d'assaut la zone verte. Des coups de feu intenses ont été entendus. Les forces de sécurité tentent de disperser la foule déchaînée des sadristes et l'empêcher de pénétrer le palais gouvernemental. Conscient de son poids politique, Sadr sait pertinemment aujourd'hui que son pouvoir peut envenimer la crise ou l'apaiser. Ce qui fait dire à certains observateurs que ce retrait représente un test de popularité pour lui afin d'asseoir définitivement son hégémonie sur l'Irak. Et alors que la situation s'envenime dans le pays, un couvre-feu a été décrété. Le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi annonce la suspension du Conseil des ministres jusqu'à nouvel ordre. Al-Kazimi qui appelle également Moqtada Sadr à calmer ses partisans et à leur demander de stopper tout rassemblement. À noter également que l'Iran annonce la fermeture de ses frontières avec l'Irak jusqu'à nouvel ordre. Alors Moqtada Sadr déchaîne les foules. Qui est donc cet homme pour qui des partisans sont prêts à mourir? Portrait de ce chef religieux signé Leïla Gertal.
Moqtada Sadr, qui est cet homme puissant qui contrôle les tenants et les aboutissants de la politique en Irak? Né en 1973 à Najaf, ville chiite par excellence, Moqtada Sadr n'est autre que le fils de l'ayatollah chiite irakien Mohammed Sadiq al-Sadr. Exécuté en 1999 par le feu président Saddam Hussein, al-Sadr a assisté à la fameuse exécution de Saddam Hussein en 2006, une sorte de revanche pour lui. Moqtada Sadr est appelé par ses partisans, nombreux d'ailleurs, de Sayyid, le maître. Comment cet homme est passé de hors-la-loi dans la vie était mis à prix à un homme politique influent en Irak? Il est connu pour avoir dirigé 2 soulèvements contre la présence américaine en 2003, plutôt opposant au courant chiite pro-iranien, jouissant également d'un grand plébiscite des opposants à l'influence iranienne. Il s'est donc démarqué du courant politique chiite de coordination, une position qui lui a valu sa popularité d'aujourd'hui, notamment au sein de la vie politique. Il s'est du jour au lendemain transformé en symbole de la résistance avant de devenir le poids lourd de la politique aujourd'hui. Mais en dépit de son influence, Moqtada Sadr n'a pu former un gouvernement ni se frayer une place au sein des instances politiques décidantes, un échec qu'il a transformé en moyen de pression. Sa popularité, il la tient de son nom et de sa descendance, de son opposition également à l'Iran et aux États-Unis, de même qu'au courant chiite irakien proche de l'Iran. Il a su ainsi asseoir son pouvoir, sa popularité, mais en tant qu'homme politique influent, il reste impuissant encore dans ses marges de manœuvre politique. Sa versatilité politique et religieuse lui a valu la réputation d'opportuniste politique. Sobhi Thomas, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes sociologue, opposant irakien et ancien prisonnier politique. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Monsieur Sobhi, nouvelle journée d'affrontement à Bagdad, bilan 8 morts et 85 blessés. Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont poussé le leader chiite Moqtada Sadr à se retirer de la vie politique? Est-ce que ce retrait permettra au pays de sortir de l'impasse politique? Je pense que les Iraniens, ils viennent de commettre une erreur irréparable. Les Iraniens, ils ont décidé d'exclure Moqtada Sadr de la tête de la révolte de la population chiite. Les chiites pro-sadristes, ils ont investi la cité verte, le Parlement, le palais du président, la maison d'Al-Maliki. Ils ont occupé tous les centres de pouvoir. L'Iran, gêné par ses négociations avec les États-Unis, il ne veut pas entraver les négociations avec un conflit irakien. Ils ont donné l'ordre à un clergé chiite qui était le maître de père de Moqtada Sadr. Il s'appelle Al-Ha'iri. Il fait partie du clergé iranien. Al-Ha'iri, pour calmer les foules sadristes, il a prononcé une diatribe contre Moqtada. Il l'a accusé de tous les maux. Il l'a obligé de se retirer. Et la seule solution qu'il avait vis-à-vis de son maître spirituel, c'est de démissionner et de leur dire « Prenez le peuple et traitez-vous avec lui ». Aujourd'hui, l'Iran et l'Amérique ils sont face à une situation. Ou bien on transforme l'Irak en affrontement sanguinaire, on va réprimer le peuple, ça, ils peuvent le faire. Les Américains, ils ont des bases militaires en Irak, ils appellent un détachement, ils peuvent tirer sur le peuple. Les Iraniens également, ils ont leurs milices, Al-Hashid, c'est des milices iraniennes qui appartiennent à Maliki, leur zone.
ou bien ils vont écraser la révolte irakienne dans le sang, ou bien alors ils font des tactiques et seront obligés de faire appel à Al-Sadr pour revenir comme représentants du peuple irakien une fois qu'ils ont admis qu'il faut décider la dissolution du Parlement, revoir la copie de la Constitution que les Américains ils ont écrit pour les Irakiens. La situation en Irak, elle est cocasse. Elle est différente de celle de Sri Lanka. Au Sri Lanka, le peuple est rentré dans le palais présidentiel. Le président a pris sa valise, il est parti. Elle est différente de celle de l'Afghanistan. En Afghanistan, l'Amérique a décidé de redonner le pouvoir aux Afghans. En Irak, elles ne savent pas à qui il faut le confier. En Irak, il y a deux leaders chiites. Al-Maliki, c'est un suppôt de l'occupation irakienne et iranienne. Al-Sadr, c'est un leader populaire. Et c'est le peuple qui s'exprime. Très bien, merci. Est-ce que je suis clair là? Très bien, Monsieur Sobhi, très clair. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes sociologue, opposant irakien et ancien prisonnier politique. Et les réactions internationales s'enchaînent, à commencer par celle de l'Algérie. L'Algérie qui suit avec inquiétude les derniers développements en Irak et qui réaffirme son soutien et sa solidarité avec le peuple irakien, tout en souhaitant un retour à la stabilité et à la paix en Irak. Même inquiétude exprimée par la Ligue arabe au moment où Washington, de son côté, dément toute information sur une éventuelle évacuation de son corps diplomatique du pays. Et retour en Algérie à présent, où le Premier ministre éthiopien effectue une visite de 2 jours. Abiy Ahmed s'est rendu aujourd'hui à l'unité de production des formes sèches du groupe pharmaceutique Saïdal à Alger. Il était accompagné durant sa visite par le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra et le ministre de l'industrie pharmaceutique Abdelrahman Jamel Lotfi Ben Bahmed. L'Éthiopie étudie la possibilité d'importer des médicaments algériens. Machine when we have this powder with high compression. La démission d'Ahmad Raïsouni de la présidence de l'Union internationale des oulémas musulmans a été rendue possible grâce au soutien des autorités algériennes. Le président de l'association des oulémas musulmans algériens, Abdelrazak Gessoum, l'a affirmé ce lundi en conférence de presse. Il est notamment revenu sur le discours haineux du Marocain, mais il a également rappelé le rôle de l'Algérie dans la prochaine élection du président de l'Union internationale. L'Algérie imposera ses conditions et ses critères pour un meilleur choix à la présidence de l'Union. Mohamed Amina Berkan animante une conférence de presse au siège de l'association des oulémas musulmans algériens consacrée à la démission du Marocain Ahmad Raïsouni de la tête de l'Union internationale des oulémas musulmans. Le président de l'association Abdelrazak Gessoum est revenu sur les différents déboires d'une personne censée représenter l'islam. Abdelrazak Gessoum dira que Raïsouni regrettera amèrement ses déclarations irréfléchies. Maintenant, il va regretter ses déclarations et il prendra l'entière responsabilité sur chaque mot qu'il dira désormais. On s'attendait à ce que l'Union internationale des oulémas musulmans l'envoie en conseil discipline. Hélas, rien n'a été fait. Quand le moment se présentera pour choisir un nouveau président de l'Union internationale, ce jour-là, on posera nos critères sur la table. Celui qui remplit toutes les conditions aura tout notre soutien, qu'il soit algérien ou étranger. L'association des oulémas musulmans algériens qui avait décidé en réaction aux déclarations hostiles de Raïsouni, rappelons-le, de geler ses activités au sein de l'Union internationale, a exigé des excuses, une démission ou une révocation tout simplement de l'Union pour son grave dérapage. Pour Abdelrazak Gessoum, il est hors de question de refaire les mêmes erreurs du passé et que l'Algérie posera ses conditions sur le futur président de l'Union internationale, qu'il soit algérien ou étranger. Le plus important, c'est qu'il remplisse des critères.
Depuis que sa démission a été approuvée, nous avons à présent toutes les prérogatives au sein de l'Union internationale des oulémas musulmans. On continue notre travail le plus normalement du monde au sein de cette union. Je vous signale qu'on a boycotté la réunion lors de laquelle sa démission a été entérinée. Mais à partir de demain, on sera présent dans toutes les réunions. Et pour finir, Abdelrazak Gessoum a fait rappeler que Ahmed Raïsouni ne s'est pas contenté d'épouser la thèse de son pays, mais a osé s'attaquer à l'Algérie en violation des statuts de l'Union internationale des oulémas musulmans qui prennent l'unité des rangs et bannissent la normalisation avec l'entité sioniste. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous Monsieur Abdelkader Soufi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes docteur et chercheur spécialisé dans les questions stratégiques et sécuritaires. Abdelrazak Gessoum a été clair ce matin, nous venons de le voir. L'Algérie posera désormais ses conditions quant à la future candidature au poste suprême de l'Union internationale des oulémas musulmans. Le point positif de ces déclarations, dans son discours, c'est que c'est un discours rassembleur, un discours fédérateur. Qu'il soit algérien ou étranger, le plus important, c'est que le président de l'Union remplisse tous les critères. Qu'en pensez-vous, Monsieur Soufi ? Oui, absolument. Déjà, on voit que l'approche algérienne est sage. D'abord, cette condition par rapport au départ et au dérapage de Raïsouni donc, a été claire de la part de l'Algérie, que ce soit la démission, la destitution ou le gel de l'activité algérienne au sein de cette institution. Je pense que le poids est tel que au sein de cette institution de l'Algérie que nous avons assisté très vite à cette, on va dire, destitution déguisée sous forme de démission qui a permis au moins, on va dire, à Raïsouni de sortir pour ne pas sortir par la petite porte. Maintenant, il appartient justement à l'Algérie, qui est un acteur actif, mais aussi, surtout, qui a un poids assez conséquent au sein de cette institution, que ce soit en Afrique, donc à travers les pays d'Afrique, les pays d'Arabie, ou même tous les musulmans un peu à travers le monde qui considèrent justement cet islam tolérant de l'Algérie et cette approche objective et qui met en pole position les intérêts de la société musulmane, à considérer en premier lieu, par exemple, les lieux saints du Quds, qui est l'affaire de tous. Et ensuite, je ne vois pas comment qu'un saint qui est soi-disant la première personne au sein de cette institution qui devrait défendre les vertus, les valeurs humaines, les valeurs de la religion et les valeurs de l'amour et de la bonté puissent déraper ainsi. C'est pourquoi l'Algérie pose ces conditions pour le futur candidat et prétendant au poste, qu'il soit algérien ou autre, doit répondre justement à certaines exigences que peut avoir le futur président de cette institution, à savoir une intégrité, une objectivité, les valeurs de la nation musulmane doivent être mises en évidence au-dessus de toute ingérence, qu'elle soit d'ordre égoïste ou tout autre. Merci Abdelkader Soufi, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes docteur, chercheur spécialisé dans les questions stratégiques et sécuritaires. Dans l'actualité également, le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, annonce un certain nombre de mesures, notamment la poursuite des personnes impliquées dans les affrontements de Tripoli survenus ce week-end. Les deux premiers ministres rivaux en Libye se rejettent la responsabilité des combats qui ont fait, on le rappelle, 32 morts et 159 blessés, ravivant le spectre de la guerre. Souhila Kilal. Sur un temps ferme, le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, a annoncé des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs des derniers affrontements armés de Tripoli, assurant qu'ils étaient à la solde d'agendas étrangers qui veulent déstabiliser le pays.
Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Tout d'abord, poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans cette agression brutale, qu'ils soient militaires ou civils. Beiba a assuré, je cite, l'agression a pris fin de manière irréversible et avec elle, le projet de prorogation de la gouvernance pour ceux qui n'ont cessé d'étouffer les Libyens depuis 8 ans, sans donner plus de détails sur ce projet de prorogation. Je dis à M. Aguila et à M. El-Meshri que le plan de gouvernement parallèle a échoué car le peuple libyen rejette cette extension. Il est assez sage pour ne pas se laisser berner par l'idée d'un nouveau gouvernement alors que l'intention réelle est de prolonger le règne de vos entités qui ont perdu toute légitimité. Plus tôt dans la journée de dimanche, le procureur militaire du gouvernement de Beiba a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre désigné par le Parlement, Fethi Bachara, suite au combat survenu dans la capitale. Bachara s'est défendu en tenant Abdelhamid Beiba et son entourage pour responsables de cette effusion de sang. L'Angola en deuil suite au décès de son ancien président José Eduardo dos Santos et dans l'attente de résultats définitifs de l'élection générale du 24 août dernier. Les résultats provisoires donnés jeudi par la Commission nationale électorale donnent le mouvement populaire pour la libération de l'Angola du président sortant João Lourenço vainqueur avec un peu plus de 51% des voix. Derrière se trouve l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola d'Adalberto Costa Jr. avec un peu plus de 44% des voix. Des résultats contestés par l'UNITA, ce qui a généré quelques tensions dans certains quartiers de la capitale Luanda. Et en Afrique, toujours, la capitale gabonaise, Libreville, accueille dès aujourd'hui la Semaine africaine du climat, co-organisée par les Nations Unies et l'Union africaine. La rencontre de Libreville regroupe des dirigeants et représentants de la société civile. Ce sommet est une étape clé avant la COP27, la conférence sur les changements climatiques prévue en novembre prochain en Égypte. Direction le Proche-Orient à présent, où au moins 11 civils palestiniens ont été blessés ce lundi par des tirs de l'armée de l'occupation sioniste à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les forces sionistes ont pris d'assaut la localité de Rabatiya, au sud de Jénine, et encerclé la maison d'un prisonnier libéré pendant des heures avant de l'arrêter à nouveau. L'incursion a conduit au déclenchement de heurts avec les résidents locaux à proximité de cette maison encerclée, au cours desquelles 11 personnes ont été blessées par les balles des forces de l'occupation. Et en Palestine toujours, les colons sionistes ont une fois de plus fait incursion sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les colons ont fait irruption même dans l'enceinte de la mosquée sainte par une porte utilisée uniquement par les musulmans. Cette irruption est une violation des accords signés entre l'entité sioniste et la Jordanie au sujet de la mosquée. Elle a été condamnée par le ministère palestinien des Affaires étrangères. Et un point de la situation avec vous, Monsieur Gilles Devers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Lyon. Alors l'entité sioniste se permet tout aujourd'hui. Elle va jusqu'à violer les accords qu'elle a signés avec la Jordanie au sujet de la mosquée sainte. Quel est votre commentaire ? On peut dire une fois de plus. Est-ce qu'il faut dire une fois de trop ? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un témoignage, une fois de plus, vis-à-vis de toute l'opinion internationale pour dire qu'ils ne respectent absolument rien, vu que ce sont des accords qu'ils ont signés eux-mêmes avec la Jordanie. À l'époque, c'était la Jordanie qui était présente sur place et l'accord signé par la Jordanie a été entériné en 2003 par l'autorité palestinienne, qui lui a demandé à la Jordanie de protéger les lieux saints. Donc les lieux saints, ils appartiennent pas à Israël, il n'y a aucune souveraineté d'Israël sur les lieux saints. C'est une terre palestinienne qui est gérée par la sécurité jordanienne depuis maintenant, depuis 1967. Aussi, chacun doit être concerné par ces attaques. Elles deviennent provocatrices, mais vous l'avez dit vous-même, elles sont incessantes. Très bien, merci beaucoup Monsieur Gilles Devers, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon. Dans l'actualité également, l'Agence internationale de l'énergie atomique se rend à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine pour une mission la plus dure de l'histoire de l'organisation en raison des combats à proximité. Inès Lorayeb.
Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique menée par son directeur Raphaël Grossi s'est rendue aujourd'hui sur la centrale nucléaire de Zaporijia pour y mener des inspections, évaluer l'état du site et la réalité du risque d'accident nucléaire. Sur Twitter, on peut lire l'annonce de Raphaël Grossi. Le jour est venu. La mission de l'AEA vers Zaporijia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe. La délégation devrait entrer sur le site plus tard dans la semaine. Raphaël Grossi demandait depuis plusieurs mois à pouvoir inspecter les lieux dans un contexte de risque réel de catastrophe nucléaire. Établie sur les bords du fleuve Dniepr, Zaporijia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et la plus stratégique d'Ukraine dans la mesure où elle compte 6 des 15 réacteurs du pays. Le risque d'accident nucléaire s'est accru ces derniers jours, les alentours des installations étant le théâtre d'affrontements et de bombardements. La dégradation des lignes électriques rattachées au site a rendu nécessaire la déconnexion de la centrale du réseau pendant plusieurs heures jeudi et vendredi. L'opérateur ukrainien Energoatom a alerté samedi sur les risques de fuites radioactives et d'incendies qui pourraient toucher les populations environnantes. L'ONU a appelé à renoncer à toute action militaire à proximité de Zaporijia. Au départ hostile à la venue de l'AEA, Zelensky a exigé de l'instance onusienne qu'elle dépêche ses spécialistes au plus vite. De son côté, Vladimir Poutine a validé la création d'une telle mission qui transitera directement par l'Ukraine sans passer par la Russie. Le Kremlin appelle la communauté internationale à faire pression sur les forces ukrainiennes pour réduire la tension autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombarder. Moscou qui affirme par ailleurs qu'un drone ukrainien a été abattu près de la centrale. Le drone d'attaque ukrainien a été abattu par des tirs d'armes légères alors qu'il s'approchait du bâtiment spécial numéro 1, qui stocke du combustible nucléaire de fabrication américaine et des déchets radioactifs solides. Le drone abattu par les militaires russes est tombé sur le toit du bâtiment spécial numéro 1. Des dommages sérieux, des victimes ont été évitées. Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 a frappé ce lundi la province de Sumatra occidentale, dans l'ouest de l'Indonésie. Le séisme s'est produit à 10h29 heure locale, soit 3h29 GMT. Et le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir pour un briefing public sur les développements de la situation humanitaire en Afghanistan. La Russie a demandé cette réunion, invoquant la nécessité de discuter de la situation humanitaire et économique, ainsi que des autres conséquences de l'intervention militaire des États-Unis et de l'OTAN dans le pays. Pékin exhorte les États-Unis à mettre fin à la provocation dans le détroit de Taïwan, un jour après que 2 navires de guerre américains aient navigué dans les eaux entre la Chine continentale et Taïwan. Il s'agit du premier transit de ce type depuis que la Chine a organisé des exercices militaires sans précédent autour de l'île autonome. La Chine exhorte une nouvelle fois les États-Unis à cesser de falsifier, de diminuer, de déformer le principe d'une seule Chine, à se conformer aux normes fondamentales des relations internationales que sont le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des autres pays et la non-ingérence dans les affaires intérieures, et à se conformer sincèrement au principe d'une seule Chine et aux 3 communiqués conjoints sino-américains. Ne soyez pas un trouble fait pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Et on termine avec ces images du plus grand rodéo du Brésil, un rendez-vous qui attire des milliers de spectateurs cette année. Et parmi eux, il y a le président Jair Bolsonaro qui fait campagne pour sa réélection. Les agriculteurs brésiliens se félicitent par ailleurs de cette 65e édition du rodéo. Aí o Beiçudo derruba. Puxou a reta. Cacilhas Barbosa de São Francisco de... A maior empresa de energia solar do Brasil. Vai onde você...
Il est difficile de trouver quelque chose que nous n'aimons pas ici. Mais le meilleur de tout est l'énergie de la foule. Sentir après 2 ans tout le monde réuni dans cette merveilleuse fête avec le rodéo et les concerts, c'est incroyable. Nous avons encouragé cette équipe, cette cocarde pendant de nombreuses années. Nous portons le maillot et c'est pour la même raison une passion pure. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. À demain 19h.